Radio Paris 8, Radio Paris 8, Radio Paris 8, Radio Paris 8, Radio Paris 8. Aujourd'hui, on est mercredi 12 juin à la coupole de la maison étudiante et on vient de voir un extrait d'un film qui s'appelle Solution locale pour un désordre global. Alors c'est quoi ce film ? Alors il y avait plusieurs choses dans l'extrait. Il y avait le mouvement des Sans-Terre au Brésil, et puis Bourguignon qui nous a parlé de la terre et que les sols sont morts, entre autres, et un peu contredit l'agriculture intensive. D'abord, c'est un personnage haut en couleur. Oui. Il mâche pas ses mots. Il a des mots qui sont des images terribles. Voilà, quand il décrit l'agriculture industrielle. Et deuxièmement, comme il expliquait lui-même, son parcours, finalement, qui est un parcours qui devrait être classique. En fait, il se retrouve marginal parce que dans la formation qu'il faisait sur microbiologie. La microbiologie a été abandonnée dans la recherche universitaire et scientifique au profit. Donc il était le seul étudiant. L'étude des sols, l'étude du vivant dans le sol. Donc essayer de comprendre comment l'organisme, la terre fonctionne, vit, et comprendre que la terre est vivante et qu'il y a plein de petites bêtes qui l'aèrent, qui la nourrissent, qui s'y développent, et que c'est ça qui permet de faire pousser les plantes, et non de mettre des pesticides sur un sol presque mort où il n'y a pas de petites bêtes, et pour faire pousser d'une manière artificielle les plantes. Donc la terre est vivante. La terre est vivante. En gros, on pourrait résumer ça par ces mots, mais c'est surtout il fait un portrait de la recherche qui est horrible. Hein. La situation de la recherche en France. Aucun moyen financier pour essayer de s'intéresser justement à la microbiologie. Et c'est pas seulement en France. Il dit que la filière microbiologie a été supprimée dans le monde entier. Dans le monde entier, oui. Depuis 86. Voilà. Donc là, il y a un changement de modalité d'agriculture qui fait qu'on s'intéresse plus du tout au fonctionnement du sol. Dommage. Alors, il y a le chapitre là sur un petit peu l'élevage, l'horreur de l'élevage. Là, il y a des images qui nous reviennent quand il explique qu'on coupe le bec aux poules pour pas qu'ils se détruisent. On coupe les fait des poulets génétiquement modifiés sans plumes parce que ça consomme trop d'azote. Mais finalement, il a fallu chauffer les grosses industries avicoles, donc ils ont remis les poulets à plumes car ça devenait trop cher de chauffer des poulaillers. On coupe les queues aux cochons pour pas qu'ils se les mangent entre eux, pour pas qu'il y ait d'infection. Et puis il parle aussi d'une façon de pondre. On a essayé d'avoir des poules avec un cloaque carré, puisqu'on voulait qu'elles pondent des œufs carrés. Ouais, mais ça a été un échec total. Un échec total, j'imagine. Mais ce qui est intéressant avec ce genre de film, parce que la plupart des opposants à ce genre de film vont dire ouais, encore un film sur la terre, encore, bien sûr, oui, ils vont aller chercher le petit paysan indien. Mais ce qui est intéressant avec ce que fait Colline Serrault, puisque c'est elle la réalisatrice, c'est qu'elle va chercher quand même une panoplie de gens, du simple propriétaire terrien à celui qui a juste un arbre qui produit une centaine de tonnes d'engrais ou 10 tonnes d'engrais par an, tout simplement en le laissant pousser. Et elle va aussi voir un chercheur, le dernier microbiologiste agricole des années 60 ou des années 80, et qui continue, lui, à essayer de militer pour montrer que la terre avec une petite bébête, c'est une bonne terre. Ouais. Et que si on a juste une terre sans rien Mais elle va multiplier les points de vue, mais en même temps, elle fait un film militant, qui est très très engagé, qui veut détruire la conception de l'agriculture industrielle actuelle. Et il n'y a pas du tout de point de vue de ceux qui font l'agriculture en ce moment. Parce que alors si on essaye de se mettre à la place pour être un peu polémique, peut-être que effectivement de mêler la recherche, de retravailler le sol d'une certaine manière, mais pas forcément de rester dans les habitudes qu'on a eues autrefois avec qui étaient intéressantes, mais d'utiliser les recherches scientifiques pour pouvoir produire plus, pour pouvoir produire mieux. Peut-être que ça peut être intéressant. Alors après, il y a d'autres problèmes qui se posent.
sur finalement cette rentabilité à tout prix et est-ce qu'on mange vraiment mieux, est-ce qu'on mange pas plus mais mieux quoi, bon, mais pas mieux. Mais il n'y a pas du tout d'interview de ces personnes-là pour qu'elles justifient leur point de vue. Oui, mais apparemment le dialogue est très difficile parce que justement quand on voit le parcours des gens qui sont un petit peu intéressés à la culture, enfin dans le sens l'agriculture, ils sont repartis en courant. Je veux dire, je fais partie de ces gens-là, contentés de faire des études dans ce sens-là. Et voilà, vu l'absence de perspective, moi j'ai trouvé la situation du monde agricole et des témoignages avec des gens qui avaient tenté justement d'étudier dans ce domaine-là. C'est peut-être aussi ton cas? Oui, moi c'était plus pour en matière de conditions de travail très jeune, de voir la difficulté qui m'a aussi fait fuir et de voir l'industrie où on fait miroiter dans le lycée agricole que si t'aimes bien la nature, tu vas t'orienter vers la production agricole, etc. Mais on déchante très vite car on voit sur des tapis roulants, enfin moi c'était mon expérience en Bretagne de produire des barquettes de fleurs à la chaîne pour Jardiland ou je ne sais quoi. Ce qui fait que c'est plus du tout l'amour des plantes, c'est l'amour du fric fait par les plantes. Donc au final on est dégoûté, je pense, c'est pas l'amour des plantes m'a fait fuir les études en horticulture par exemple. Et tu as atterri à Paris 8? Non, Ah d'accord. Pas encore. Non mais il était à Lille, il échoue à Paris 8. Il y a un problème. Mais c'est sur la culture. Ouais, sur la culture. Ouais. Vraiment. Non mais c'est ça, à un moment quand j'ai été dans ma scolarité, j'ai cru que c'était des critères personnels qui me rendaient incompatible avec ce genre de filière. Du genre, je venais de la ville, va voir plutôt dans la poésie parce que t'es pas fait pour ce genre de cursus. Enfin, c'était vraiment... j'ai cru à un moment que ça venait de moi, comme toujours, quand on est dans un nouveau milieu, on se demande pourquoi on réussit pas à trouver sa place. Mais avec le recul, en discutant avec d'autres gens où il y avait des points communs, je me suis dit, il y a un système qui est vraiment très organisé pour justement pour faire cette révolution industrielle, justement qu'ils ont appelé révolution industrielle, c'est assez marrant. Hein. Révolution verte. Révolution verte en plus. Ouais. Ouais. Mais et du coup, l'agriculture industrielle s'appelle révolution verte, c'est quand même très paradoxal. Ouais. Non mais bon, faut contextualiser quand même. On a vraiment industrialisé l'agriculture à partir du moment où il y a eu un baby boom au sortir de la guerre. Il a fallu, on s'est retrouvé après deux guerres mondiales avec des sols agricoles complètement foutus. D'ailleurs, il en parle à un moment que la guerre 14 a non seulement abattu les hommes, les agriculteurs en premier, la caste des agriculteurs est passée à l'as, et en plus les sols étaient minés, etc. Donc il a fallu trouver des manières de rentabiliser les sols qui étaient encore fertilisables, et ensuite de nourrir les gens qui, après les destructions de la guerre, ont et il y a aussi le fait qu'il y a eu l'exode rural et l'industrialisation globale de la société, et du coup que c'était les gens voulaient devenir ouvriers dans différentes usines textiles et autres plutôt que de s'intéresser à l'agriculture. Donc du coup, il y avait un problème, comment on nourrit autant de gens si tout le monde s'expatrie en ville. De toute façon, à partir du moment où il y a plus de transmission de cette caste paysanne à leurs propres enfants, puisqu'ils sont cette partie de la population a été décimée par deux guerres mondiales et surtout la première. À partir de ce moment-là, on a subi cet exode vers les villes, on a commencé à le subir, et puis la transmission a été rompue en fait, parce que c'est toute une jeunesse qui était dépositaire. Dû au progrès technologique aussi, voilà. soi-disant que du coup qui attirait vers l'industrie et qui ne rendait pas rentable l'agriculture. Mais ce qui est étonnant, c'est que la guerre a mécanisé aussi la façon de rendre les sols plus fertiles, puisqu'il fallait être hyper productif au bon moment pour nourrir les troupes. Sinon, les troupes étaient mécontentes et on s'exposait à une sorte de révolte, de mutinerie. Et finalement, c'est en temps de paix que finalement cette industrialisation a été complètement décuplée. Et qu'on est arrivé
à une à une mécanisation industrielle du savoir-faire paysan. Et du coup, c'est les machines qui ont commencé à parler à la place des hommes. Oui, non, mais moi je pense qu'avant qu'il y ait un problème social, c'est vrai qu'il y a eu des époques où il y avait énormément d'agriculteurs, hein, il y a énormément de paysans, un gros pourcentage dans la population, mais c'est un phénomène, mais l'autre phénomène, c'était il y avait de l'argent à gagner avec tout le lobby qui était le lobby des armes, finalement, s'est dit que il était probable qu'il y aurait beaucoup moins de guerres. Donc si on voulait se faire du fric, on transformait le lobby de fabrication de gaz moutarde, c'était évoqué explicitement dans le film, pour faire... c'est le lobby des armes de destruction massive qui est devenu le lobby des engrais et des insecticides. Donc avant même que des histoires de sociologie ou de problèmes de population rurale, il y avait déjà une volonté et les moyens gouvernementaux depuis Vichy pour justement prendre des décisions avec les lobbies avaient la possibilité de prendre des décisions parce que par essence, un lobby, c'est un trust privé qui a énormément d'influence sur le gouvernement. Donc, les lobbies d'armement massif, pour vendre des armes, faut être vraiment bien placé en politique, sinon le business ne marche pas. Donc ils avaient déjà tout le réseau business, donc ils n'ont pas eu du mal. Il y avait toutes les raisons démographiques qu'on a données pour industrialiser l'agriculture, c'était que des alibis, puisque déjà les décisions étaient déjà prises de vendre tout ce qui ne coûtait rien avant. Voilà, le truc est simple. Le problème. Il faut aussi qu'ils se reclassent parce qu'une économie de guerre, à chaque fois, il faut qu'elle se retransforme quand la paix revient il faut qu'elle se retransforme dans l'industrie civile. Donc, oui, la crise dans le capitalisme est permanente. Donc, il faudra toujours retrouver des nouveaux débouchés, un nouveau marché. Et donc, passer d'une économie de guerre à une économie civile, la transition est toujours difficile si on veut pas qu'il y ait à nouveau une crise qui amène à nouveau une guerre, parce que toutes les crises du capitalisme amènent forcément à la guerre. On l'a vu. Et puis sur la question aussi de la difficulté de nourrir tout le monde, là aussi il y a peut-être un problème, mais il y a aussi des solutions. D'ailleurs, je pense que tu as quelques solutions à proposer. Enfin, c'est les quelques solutions qui ont été. Enfin, il y en a beaucoup. Par exemple, cette alternative à cette agriculture. Il y a notamment l'expérience cubaine, où par le blocus que les États-Unis proposent, depuis plutôt la chute de l'URSS, puisque avant il y avait des grands échanges entre eux. Donc depuis 1989, ils ont passé une agriculture complètement biologique, puisqu'ils ne peuvent plus ni produire ni importer de produits phytosanitaires ou d'engrais. Et donc leur seul moyen, c'est de passer à l'agriculture biologique, et où ils font notamment dans leurs universités agricoles des ingénieurs agronomes spécialisés dans le bio, et c'est le seul pays au monde où ils font entièrement du bio pour des raisons techniques. Le bio fait un tabac à la Havane. Et il y a aussi la culture des vers. Voilà, il y a l'entomophagie, c'est le fait de se nourrir par le biais d'insectes, et qui existe en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, mais qui devient une sorte de nouvelle nécessité parce qu'il y a une explosion démographique et que en termes de rationalité, les exemples qui sont montrés, c'était que pour produire 1 kilo de viande bovine, il fallait quelque chose comme c'est des chiffres qui sont vérifiés, mais comme 10 kilos de produits agricoles, de graines ou d'herbes, tandis que pour produire 1 kilo d'insectes, il faudrait uniquement que 2 kilos de végétaux. Donc ça serait une alternative qui est notamment développée par une entreprise qui existe à Toulouse, qui s'appelle Micronutri. Vous pourrez le voir sur Internet. Donc on peut acheter des vers sur leur site Internet.
pour manger, se nourrir. Des verres de farine. Est-ce que t'as essayé? Est-ce que c'est bon? Non, je n'ai pas encore essayé, mais Moi, par j'ai déjà curiosité. mangé des vers, mais c'était dans les années 80 en fait. J'allais tous les ans en colonie de vacances et il y avait un cuisinier montagnard qui nous faisait manger des vers frits à la poêle comme ça, c'était très bon. Je n'ai jamais retenté l'expérience, mais en tout cas c'était bon. J'ai goûté pas mal de choses à l'époque, même du hérisson et du serpent. Allez, les vers. Et j'ai déjà entendu une pub là-dessus, mais je savais pas Ouais. que c'était pour manger. Mais ouais, c'est une pub de Saint-Étienne, un grand saint. Et non, ce qui est intéressant en fait avec cette histoire de verre, maintenant on fait des composts par exemple. On peut créer son propre compost en achetant juste des bacs avec des verres à l'intérieur. Et ça digère toute la nourriture à une vitesse grand V en fait, et par percolation. Mais là, ça redevient une espèce de commerce, alors que finalement, c'est très facile de faire Voilà, son compost c'est- soi-même, c'est au lieu très d'acheter un bac pour faire son compost, On peut etc. le faire soi-même avec des anciens bacs. Voilà, de on pots de peut fleurs, très bien on les construire superpose et on a. son compost Ouais. et Ah oui, alors comment on fait, Marie? C'est Explique-nous le. en fait tout ce dont on n'utilise pas mais qui sont des déchets de légumes, des coquilles d'œufs, ce genre de choses, on le laisse à la terre et du coup ça au bout d'un an je crois que ça Ouais, à se peu met près, ça vraiment prend en à peu place. près Ah oui, mais ça c'est Ça crée une- son compost, Oui, on c'est crée la son technique compost. du compost Voilà. pour Mais du coup pas recycler besoin les déchets d'acheter un bac organiques. voilà, il y a toute une Mais vous pouvez faire du compost comme ça, ou alors rajouter des vers de culture et voilà. Mais en tout cas, il suffit de superposer. Vous prenez des gros bacs de fleurs longilignes, vous les superposez et vous commencez par le plus haut. Vous commencez à mettre vos plures, vos coquilles, tout ce qui est déchets agricoles. Pas d'animal, hein, donc pas de viande, pas de pâtes, tout ça. pas bien, vous laissez. d'orange. Alors il y en a qui disent ça, Ouais, les ça agrumes, marche quand ouais, même. Mais moi je les mets à part. Je les mets à part dans un autre pot, les oranges et les pelures de pamplemousse. Mais ça fait du compost aussi. Mais en tout cas, disons que ça peut ralentir le compost parce que c'est très acide. Donc on peut le faire à part. Mais je fais du compost avec ça aussi. Mais en tout cas, il suffit d'attendre. Ça fait une sorte de jus qui est très toxique. Alors faut jamais mettre ça directement dans des plantes parce qu'elles vont crever tout de suite, ça brûle. Mais au fur et à mesure, ça descend jusqu'au dernier bac. Et le dernier bac, en fait, vous avez de la terre, quoi. Vous avez du compost. Et avec ça, vous pouvez replanter vos fleurs, etc. Donc, et c'est assez facile, hein. Il suffit d'avoir un petit balcon et de commencer à avoir son petit compost. J'ai comme pas ça. trop compris ton système, c'est que dans le premier bac, du coup, tu mets tous les déchets. Celui qui est le plus haut, tu mets les déchets. Ensuite, Et ça quand coule, et ça coule sur la terre. Déjà, il va y avoir, si tu veux, ceux d'en dessous, tu peux déjà avoir un petit peu de terre dedans. Mais au fur et à mesure, je transvase en fait. Quand je vois que le compost est assez avancé, je transvase parce qu'il y a des périodes où tu manges Ah moins oui, de d'accord. fruits, Donc moins en de fait, légumes, t'as c'est moins de plusieurs choses. catégories Voilà, de plusieurs catégories. Ensuite, je transvase. Voilà, et au dernier bac, ça va devenir. Ça dure un an environ. Voilà, à peu près un an. Voilà. Au bout d'un an, j'ai ça et je sépare cette nouvelle terre des autres et je remets un nouveau bac en dessous. Voilà. En fait. Mais bon, alors maintenant, les bacs qui vendent, oui, la percolation se fait toute seule, en fait, et la terre descend, en fait. Parce qu'il faut essayer aussi de promouvoir justement en dehors de l'industrie marchande, en dehors de la marchandise, on peut avoir des moyens de revenir à la terre et parce que là actuellement ce qui se passe c'est qu'avec les mouvements bio etc que finalement cette reconsidération de la terre se fait d'une manière marchande alors qu'autrefois il faut que la terre reste un bien universel accessible à tous et qu'on peut tous cultiver et par exemple notamment à Paris 8 il y a des étudiants de géographie qui ont commencé qui ont fait un potager à la fac et que finalement c'est un droit gratuit. Bien sûr. Un potager pédagogique, il y a moyen de faire ça. Encore une fois, bon, des fois ça demande un petit peu d'espace. Si les gens ont des balcons, ils peuvent très bien faire pousser. Et des même sans tomates, espace, replanter des choses, hein. on peut aussi se faire des petits carrés. Il y a un très bon livre aussi qui est sorti il y a pas très longtemps qui parle en fait de l'agriculture en mode survie.
qui explique que par exemple les jardins du Louvre ont été utilisés pour faire de l'agriculture pendant la guerre, pour nourrir des gens, et que aussi avec un simple sac poubelle qu'on met de la terre dedans, on peut faire pousser quelque chose. Et puis il parle un peu des plantes qui sont faciles à cultiver, comme les potirons. On met des graines de potirons, on est sûr d'avoir des potirons. Bien sûr. Il suffit de les laisser sécher quelques semaines sur un sopalin et ensuite vous les replantez. Donc c'est très facile et il y a de l'agriculture qui est très facile à faire, même si on n'a pas beaucoup d'espace. Voilà. Aussi, il y a des mouvements comme la caravane. Donc c'est des mouvements qui sèment un peu partout. Ils se baladent en fait en France principalement là, et ils sèment un peu partout. Ils appellent ça parfois même du terrorisme potager pour permettre, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre société, toutes les arbres en ville, tout ça, les plantes, c'est que des fleurs ou des arbres non fruitiers. Et en fait, on peut pas donc se nourrir avec les plantes qui sont le bien public. Et eux, leur idée, c'est de semer des choses qui sont très faciles à prendre, qui prennent très facilement pour nourrir les gens. C'est à vérifier, mais j'avais entendu dire qu'il y avait une loi qui interdisait dans les lieux publics, qui est justement des arbres fruitiers. Oui, c'est une action illégale. Voilà. Oui. Ouais. Mais c'est assez bizarre parce que sur le trajet de la fac, pour aller de Basilique jusqu'à l'université Paris 8, une fois j'ai trouvé des noisettes par terre. Je me suis dit, il y a un noisetier quelque part. J'ai donné l'adresse à des amis. Ils m'ont dit, mais j'ai jamais vu de noisettes là où tu dis. Je suis revenu. Je crois que j'ai rêvé, ou alors j'ai jamais retrouvé le noisetier en question. Et le problème aussi, c'est que parfois il y a des plantes qui sont comestibles, mais personne ne le sait, donc personne les utilise. Il y a aussi toute reconsidérer que les plantes poussent. Et que du coup qu'il y a des arbres et que reconnaître les arbres qui donnent des légumes et des fruits. Mais l'idée qu'ont certaines associations à Paris, j'avais noté le nom d'une association justement, oui, qui a replanté qui profitait de ce que la mairie aménageait pour planter de leurs propres espèces, et comme ça faisait beau et que ça poussait bien, jamais c'était retiré en fait. Donc pourquoi pas, oui, qu'il y ait plus d'arbres fruitiers, de petits arbres fruitiers. Ça, ce sont les jardins partagés en fait dans les années 90. Justement, il y a eu tous ces mouvements d'habitants de quartiers, surtout évidemment populaires, qui se sont insurgés contre le tout construire au détriment d'espaces verts. Donc en fait, ils ont occupé les lieux. Et en fait, ils ont créé, du coup, il y a eu des jardins partagés, et en fait, qui subsistent encore à l'heure actuelle, où les gens peuvent venir jardiner des fleurs, des légumes, voilà. Quoi. Donc on peut encore les voir, et je pense que ça maintenant, ça a vraiment une quinzaine, une vingtaine d'années, quoi. Ces jardins à Paris. Oui, moi j'ai pas fréquenté de jardin partagé. J'ai lu pas mal d'articles assez enthousiastes là-dessus. Mais par contre, je connais aussi les débordements de jardins partagés. Par exemple, il y a à Montreuil, il y a quelqu'un qui sur le toit d'un grand magasin a décidé de planter tout ce qu'elle avait envie de planter. Je connais quelqu'un personnellement, Christian Thomé, allez, je le dénonce. Lui, il plante des fleurs et des choux et des légumes le long de la voie de chemin de fer. Il a raison. Donc j'ai cru qu'il plaisantait. J'ai été voir ces plantations. Alors effectivement, le long des voies de chemin de fer, il y a des friches assez grandes. Il y a de quoi planter. C'était entre Deuil-la-Barre et Enghien-les-Bains. Après, on va dire que les gens déraillent, mais je trouve que c'est pas mal. Mais en tout cas, parce que imaginez un TGV qui déraille à cause d'un poireau, on va encore tuer les... Non, au contraire, c'est ce qui maintient c'est ce qui maintient le train sur les rails. Il aura trop attendu. Excusez-moi, je suis un peu patate là. Il aura trop attendu. Ouais. Mais tu parlais des plantations sur les toits. En fait, moi, là où j'habite, les toits sont une surface plane, mais c'est une grande résidence faite de 3-4 bâtiments, et je me suis amusé à regarder avec les logiciels comme Google Earth pour regarder la vue satellitaire.
c'est assez impressionnant parce qu'on parle d'isolation, etc. Et on sait qu'avec l'isolation thermique naturelle, avec des lopins de terre sur les toits, sur lesquels on pourrait faire pousser, pourquoi pas des arbres fruitiers ou avoir un potager sur un toit, mais ça serait une surface énorme. C'est assez impressionnant et j'ai envie de proposer ça à la prochaine assemblée des propriétaires pour... En plus, apparemment, à l'heure actuelle, en ville, il y a moins de pollution qu'à la campagne, parce que la campagne est polluée par les pesticides. Et du coup, que par exemple les abeilles trouvent refuge en ville à Paris et produisent un miel apparemment excellent, et que la solution serait peut-être de réintégrer la campagne à la ville et aussi de faire, parce que les villes en fait c'est des espèces de monstres géants qui pompent ce qui est produit par les campagnes et qui sont en rien autosuffisantes, qui vivent sur les campagnes et la ville est cannibale, qui sont tenues en vie par les campagnes. Donc ce serait intéressant de créer des villes qui, comme c'est fait en Angleterre notamment, des villes qui soient autonomes au niveau énergétique, au niveau agriculture, à plein de niveaux, pour arrêter de faire des zones d'agriculture intensive et d'autres des zones d'urbanisme intensif. Oui, il faut à nouveau recréer le lien entre la campagne et la ville, et la campagne et la ville, et ça fait un relais pour les insectes en plus. Peut-être détruire les villes aussi, justement, parce que la campagne revient dans la ville et la ville revient dans la campagne, il y aurait des zones beaucoup plus vivables, beaucoup plus agréables, qui soient entre la ville et la campagne, au lieu d'avoir des zones désertes et des zones hyper peuplées. Ça peut être une solution. Il y a un humoriste qui a proposé il y a une 50aine d'années, peut-être même plus, qu'il fallait le problème des villes et des campagnes, c'est qu'il fallait mettre la ville à la campagne et la campagne à la ville. Voilà. Donc c'était un prophète en fait. Bah ouais. Ça a fait rire. Maintenant, on pense ça au premier degré. Mais d'ailleurs, ce genre de film là, donc solution locale pour un désordre global de Colin Serrault, est-ce que ça montre pas certaines mentalités de notre époque, où de plus en plus d'AMAP, donc des associations qui relient le producteur bio ou local au consommateur directement sans passer d'intermédiaire, ou alors des des jardins partagés, ou alors différents jardins collectifs. Toute cette mentalité-là, où on est en train de critiquer de plus en plus l'agriculture biologique, notre manière de manger, notre manière de nous soigner, notre manière de vivre, dans la rentabilité absolue. Finalement, il y a ce film-là montre des mouvements qui sont en train d'émerger, de plus en plus de gens qui ont envie de se réapproprier un peu leur vie, leurs outils, leur santé, leur nourriture, etc. Alors il y a un aspect qui est pas mis très en avant dans le film, sauf à travers les AMAP, mais le film parle pas directement des AMAP, enfin pas beaucoup, et c'est le poids du consommateur. Il faudra arrêter de prendre les gens pour des cons, parce que en fait le consommateur citoyen, si tout d'un coup il y a des prises de conscience qu'en faisant ses courses on a aussi un poids, c'est un petit peu là-dessus que se base la map pour fonctionner. Mais... C'est ça qui est problématique aussi, puisque du coup on reste dans un système financier et la map ça coûte quand même assez cher en général. Donc c'est super bobo, je trouve, la map. C'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment. Alors si on se fait manipuler par les grandes surfaces, mais alors le principe de la map, je trouve que c'est une manipulation, mais parce qu'en fin de compte, ils se mettent en relation avec des acheteurs. D'ailleurs, c'est pas donné, parce que c'est quand même de l'ordre de entre 10 et 15 euros le panier. Oui, alors, et puis en plus. Je présente, bonjour Safia, parce que voilà, on était entre bobos. Heureusement, Safia arrive pour amener la contradiction. Non, mais moi je suis une bobo, mais c'est pas le débat, mais c'est vraiment et en plus ils font venir ces petits Parisiens bobos dans leur une fois par mois, les prendre l'air à la campagne, les faire travailler, enfin bref, les exploiter. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a cette mentalité-là de. Et puis moi, si l'agriculteur a besoin d'aide, il voilà. Donc en fait, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment, je trouve.
là, l'arnaque et puis vraiment la boboisation à son Non, summum. mais en quoi est Et en l'arnaque? plus, l'arnaque, c'est du fait de cibler des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat, donc en fait qui se retrouvent entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de mixité sociale. Moi j'ai dépanné une amie, aller chercher son panier là justement hebdomadaire, mais les gens en fait étaient d'une tristesse, ressemblaient tous. Alors, légumes. Et en fait, moi je savais pas Vous trop. avez un sourire de cajot? Voilà, exactement. Ça, c'est une belle expression. Je la retiendrai. Et surtout, c'est que moi, j'étais un peu néophyte, donc en fait, il y a des codes dont je savais pas trop où il fallait se mettre. Et les gens étaient vraiment tu fais pas. Enfin, voilà, ils étaient pas très coopérants à m'aider, enfin, pas très accueillants, voilà. C'était l'entre-soi de la bourgeoisie parisienne. Et puis je sais pas, j'ai trouvé ça un peu C'est triste. quoi parce des que- bobos? Et je trouvais ça un peu triste parce qu'ils avaient une trentaine d'années, donc moi je suis un peu plus âgée, et ils étaient pas très gays, quoi. C'est-à-dire ça les rendait pas forcément heureux d'acheter une salade bio ou. Alors du coup, Oui, je puis me il y a dis- aussi ce problème que Donc, c'est vrai du coup, que c'est seulement des catégories assez aisées qui peuvent se permettre d'acheter des paniers à Oui, donc, en 10-15 fait, euros c'est- par semaine avec 2-3 des choux-fleurs miniatures et puis 2-3 pas- carottes parce que selon les saisons, selon-ci, le panier peut être très réduit aussi et tu payes à chaque fois le même prix, ce qui permet d'aider l'agriculteur. Mais c'est vrai que il y a ce chose d'être rentabilité puisque l'agriculteur, lui, ça l'arrange énormément d'avoir un an où il est sûr d'avoir 50 clients. En plus, si jamais il a la moindre intempérie, les gens vont comprendre parce que du coup, c'est pas grave, Oui. puisqu'ils soutiennent, ils font Oui, une action c'est- et la- militante, oui, puisqu'ils ont du fric et qu'ils s'en foutent. Mm. Et puis, si jamais il a besoin d'aide dans ses champs, il y a des aides. Donc, l'agriculteur, sans avoir aucune conscience, contrairement au consommateur, peut se servir de ça parce que pour lui, c'est tout bénef. Non, mais il y a une négociation entre l'association et l'agriculteur. C'est pas Oui, contrairement. du coup, ça lui fait avoir des clients beaucoup plus, plus des main d'œuvre, plus. Non, mais d'habitude dans le circuit, c'est des distributeurs qui sont ni les clients, ni le producteur, ni l'agriculteur qui font les règles. Là, alors c'est bien quand il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est des critiques. Alors la première critique, ça je l'ai déjà entendu et avant de la partager, il faut vraiment voir les faits, il faut compter l'aspect économique, de dire c'est cher, c'est réservé à ceux qui ont de l'argent. Justement, comme une AMAP se crée à l'université, on va voir si les étudiants... Alors en plus, il y a plein de sortes d'AMAP maintenant, parce Ouais, que ça mais se moi, développe. Par contre, moi j'ai quand même. C'était pas une AMAP, mais c'était une association à Sevran. Donc c'était un jardin. Se nourrir bio. à Sevran, c'est antinomique, je comprends pas. Oh non, Sevran. On est sevré à Sevran normalement. Bah ouais. C'est ce que Olivier essaye C'était de un jardin bio d'insertion. Et donc moi pendant 3 ans j'ai fait partie de ça, mais j'allais le chercher. Et ce que je trouvais vraiment, d'abord c'était pas très cher, et surtout c'est que il y avait justement cette idée de donner du travail à des gens qui en avaient, qui étaient pour qui c'était pas facile d'en trouver. Et en plus, par exemple, alors peut-être qu'ils le font, peut-être d'autres AMAP le font, mais il y avait tout le temps une recette par rapport aux légumes du légume du panier. Et bon, l'hiver il n'y avait pas grand chose, mais en été c'était vraiment, j'en distribuais. Et bon, je trouvais que il y avait vraiment cette notion d'association dans le sens où il y avait pas uniquement le côté bio, il y avait aussi le côté insertion. Et ça, c'était, Ouais. ça m'avait plu parce que du coup, ça donne une dimension autre. Et je sais pas, je devais le payer, 7 euros. Mais le panier. d'où venait la différence de prix? Ouais, ça, je sais pas parce que moi, de toute façon, j'ai jamais fait partie d'une AMAP, mais Oui. je sais que mon Bon. amie, elle dépensait 15 euros. Quoi. Oui, mais en tout cas, on voit qu'il y a plein d'AMAP différentes et du coup, c'est Oui. difficile de généraliser et que par exemple, là, à Paris 8, l'AMAP qui va être montée, il y a des paniers à 8 euros. Donc des petits vides. paniers vides et aussi que je crois qu'ils n'ont pas choisi du coup ils sont venus la semaine dernière, vous pouvez écouter l'émission de la semaine dernière qui n'ont pas choisi le bio mais qui ont préféré le local.
Et bon, alors, il n'y a pas le label bio, mais après, une agriculture assez respectueuse de l'environnement, c'est ce qui vous voulez mettre en avant, et une agriculture d'un agriculteur qui soit à côté et du coup qui n'ait pas ces transports. Non, mais voilà. c'est pas la peine de convaincre. Moi, je suis pas. Je suis oui. pas une pro bio. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est par exemple quand tu dis bobo, on emploie souvent ce terme-là, tous. Et qu'est-ce que tu mets exactement derrière le terme bobo? Ouais, parce que moi j'ai été baba, maintenant je suis bobo, je sais plus qui je suis. Ben, je sais pas. Pourquoi tu dis que t'es bobo maintenant? Parce que c'est l'image qu'on me renvoie. Avant, quand j'étais quelqu'un de la ville, qui allait à la campagne, qui aimait bien la nature, j'étais un couillon de la ville. Parce que bobo, ça vient de bourgeois bohème. Ouais. Oui. Donc en fait, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat. Ouais, qui ont les capitaux culturels et exactement, financiers, culturels, qui ont les moyens de choisir en fait leur poste de dépense. Qui sont pas contraints comme Puis comme les couches populaires qui sont contraints d'aller à Lidl, et ont trouvé des acheter de la merde. et qui ont trouvé des logements dans des quartiers populaires. Voilà. Qui s'encanaillent comme les bourgeois s'encanaillaient autrefois au cabaret. Ils s'encanaillent dans le 20e, dans le 19e, dans des sont quartiers. un peu opposés au courant global de la société, du coup qui essayent de trouver des alternatives. Mais je pense qu'aussi les bobos. Non, mais je pense que quand les bobos, ils tracent quoi. Ils font la gentrification et ils foutent les couches populaires en dehors des cités. Voilà. Ils se foutent de ce qui est Le c'est problème, des c'est qu'on est parasites. tous le bobo d'un autre, mais bon. Oui, bien sûr, qui tout à fait. tracent des voies, par exemple la voie de la MAP qui a émergé de ce milieu bobo, qui peut-être avec le temps va s'ouvrir à des classes plus populaires sous une autre forme, sous diverses formes. Et du coup, va devenir vraiment intéressante. Ouais, moi, j'y crois pas trop. Enfin, je vais pas jouer les Cassandres, mais par exemple, moi, je suis dans un quartier qui était extrêmement populaire il y a 20 ans, donc Place des Fêtes. Je sais pas si dans le donc il y a un très très grand marché dans le 19e. 19e. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les prix de ce marché sont tellement augmentés. Il y a plus beaucoup de marchands d'origine maghrébine, par exemple, où ceux qui se sont adaptés plutôt aux habitants, au prix du marché. Au prix du marché. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, il y a toujours autour de cette place des gens de couche populaire avec les grandes tours et les HLM prennent le bus qui les emmène au marché de Crimée. En bas du 19e, c'est-à-dire, et en fait on les voit uniquement quand on les voit sur ce marché, c'est uniquement pour les babioles, les chaussettes à 2 euros, les couteaux à 1 euro, enfin, mais pas du tout ce qui est nourriture. Donc moi je pense que il y a vraiment une catégorie maintenant dans les marchés parisiens où, par exemple, il y a des marchés qui sont inaccessibles pour les gens de couche populaire. Par contre, à Saint-Denis, par exemple, c'est l'inverse. Là, le marché est encore un lieu de sociabilité hyper central où tout le monde, le dimanche, va au marché et il y a des prix cassés de la nourriture de merde. Mais ça prouve bien, en fait, que c'est une bataille politique et en fait, ce n'est peut-être que la petite avant-garde des bobos fait quelque chose dans le champ idéologique, mais la vraie bataille, c'est une bataille politique où il faudrait que par exemple, l'agriculture bio, l'agriculture saine devienne la norme. Et c'est parce que il y aura une contrainte étatique et politique qui sera faite. Et oui, moi je le crois vraiment. Mais c'est vrai que souvent, je crois vraiment que c'est quand on mettra des normes très précises où on interdira cette agriculture chimique, etc. Tout comme on a interdit le Monsanto ou des choses comme ça. Voilà. Qui est vraiment et que c'est vraiment une bataille politique et que c'est pas dans un monde libéral où le libre marché, par sa bienfaisance, sa soi-disant bienfaisance, je crois que l'État actuellement a le pouvoir d'interdire Monsanto. Oui, en fait, moi je pense que l'État est un outil. L'État est un outil où il y a un Monsanto qui guide un peu la conduite de l'État et par exemple, comme on a vu par rapport à l'industrie de la viande et l'industrie laitière, c'est pourquoi là, par exemple, à la fac à Paris 8, le pôle santé de Paris 8 nous dit qu'il faut manger équilibré. Équilibré, c'est quoi? Manger de la viande ou du poisson ou des œufs chaque jour. Manger des produits laitiers 3 fois par jour. C'est pas du tout. Beaucoup de gens qui disent que c'est pas du tout sain de manger de la viande tous les jours. Et ça, c'est l'industrie de la viande, l'industrie laitière qui a fait influencer l'État, leur a
gentiment demander, l'État n'est qu'un outil et avec où se beaucoup joue des rapports d'argent de par force. derrière, de promouvoir ce mode de nourriture, et ça fait que au restaurant universitaire, on mange de la viande à chaque repas et que c'est impossible de manger végétarien parce qu'autrement c'est dégueulasse puisqu'on a des haricots secs, par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile quand même. Non, mais je pense aussi que c'est quand même, c'est difficile. Enfin, je trouve, par exemple, j'étais surprise à Paris 8 de voir, par exemple, des cours les cours de 3 heures, c'est-à-dire que de 9h à midi, de midi à 15h. Et en fait, il n'y a pas de pause repas. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a un petit travail à côté, qui prévoit tous ses cours sur une journée, eh ben, il peut pas aller manger un repas complet au resto U. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. On peut aller manger de la viande pas de la viande, mais et enfin, puis des légumes de Monsanto, non, mais je pense, par exemple, moi, je suis pas très viande, mais par exemple, quand je mange au resto U, je prends, je sais pas, 2-3 entrées, enfin, ça passe avec une assiette de légumes. Bon, peu importe, mais je veux dire, cette possibilité de pas avoir le choix d'aller manger au resto U parce que il y a des cours non-stop de midi, de 9h à 15h. Non, mais je pense que c'est quand même une... Oui, c'est que, après, c'est vrai que si on commence à faire de la publicité pour manger bien et qu'il n'y a même pas le temps de manger bien, à l'intérieur de la fac, il y a une question de temps manger, avoir le temps de manger ensemble, de digérer, de goûter la nourriture. Et par exemple, avec l'initiative des étudiants de géographie, là, de faire des potagers, ce serait hyper intéressant aussi que le resto universitaire se conçoive avec des aliments produits à l'université ou produits plus localement, au lieu de faire venir des trucs tout faits dans nos assiettes. Mais il y a quand même une question de gestion un peu du temps. Oui. Alors effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup de mal parce qu'ils ont très peu de temps. Mais je pense que souvent le manque de temps est un peu un alibi parce que on fait quand même des choix. On n'est pas obligé de prendre 3 cours. Je parle pour l'université, d'en prendre un le matin, un le midi, un l'après-midi. Non, alors ça, là, je m'inscris en faux. Moi, je travaille lundi, mardi et mercredi matin. Je prends tous mes cours le jeudi non-stop parce que sinon, je pourrais jamais finir ma licence en une année. Mais pourquoi tu travailles ? Pardon ? Pourquoi tu travailles ? Mais donc moi je pense la question est refusée. Non, mais je pense que c'est le côté de dire non, on n'a pas le choix. Et même moi j'étais aussi étonnée qu'il y ait très peu de cours le soir. Il y a très peu de cours le soir. Donc moi je pense qu'il y a vraiment à repenser les histoires de planning ou alors à repenser aussi le statut étudiant pour qu'il n'y ait pas 2 étudiants sur 3 qui soient obligés de travailler pour payer ses études. Ça c'est un vrai problème. Oui, ou alors que les études soient adaptées puisque maintenant. Non, moi je suis contre ça. Vraiment, on va pas adapter les études au fait que les étudiants doivent travailler. C'est vrai que c'est une solution très datée, actuelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les étudiants qui travaillent ? Mais il faut toujours tenir ça avec une solution plus pérenne et beaucoup plus juste, qui serait que les étudiants n'aient pas à travailler ou à moins travailler durant leurs études, parce que comment tu fais des études Alors là, on revient dans le statut particulier. Une allocation étudiante pour tous, en fait. Déjà minimum, au moins verser l'équivalent du RSA aux étudiants, parce que moi je suis étudiant et je touche 152 € par mois de bourse, ce qui est complètement misérable, et ça me ferait vraiment plaisir de toucher 450 €, au moins pour permettre de vivre beaucoup plus dignement et d'acheter, tel un bobo, des super paniers aux AMAP, par exemple. Bon, le débat reste ouvert. Donc on demande une allocation étudiante de 450 € par mois équivalent du RSA. On demande des logements universitaires massifs. Pas de viande, pas que de la viande au restaurant universitaire et de la nourriture locale et bio. Voilà nos revendications. Et beaucoup plus s'ancrer dans la culture d'insectes, enfin l'élevage d'insectes, puisqu'on destruction de l'agriculture intensive. Les parasites, il y en a pas mal, quoi. Bourguignon, oui, il y en a à pas Paris. mal, oui. Surtout à la tête et aux directions de certaines entreprises et de gouvernements. Mangeons les patrons. Voilà. Ouais, soyons pas vaches. Hein. Allez, bon appétit. Je voulais dire bonne chance.
yourself. Free yourself, man. Free yourself from the unyielding conditioning. Ça nous ramène à d'autres sujets. Il y a jamais... Radio Paris 8. Radio Paris